Est-ce que ça marche? Ça marche! Hey, ça fait longtemps. Alors pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, j'avais fait un sondage dans lequel j'avais demandé quelle prochaine vidéo serait le mieux sur ma chaîne YouTube. C'est tombé sur les galères. Donc c'est parti, dans cette vidéo je vais vous parler de mes pires galères en Asie du Sud-Est. Alors tout d'abord, le but de cette vidéo c'est pas du tout de décourager les personnes qui veulent partir en road trip pendant une longue durée en Asie ou autre. En plus avec du recul je me suis rendu compte que quand il m'est arrivé ces galères, je me suis mise moi-même en danger. Et faut savoir que pendant une aventure comme ça, on se met inconsciemment en danger parce que voilà, on part en voyage seul, on a envie d'aventure et on essaie des nouveaux trucs sans forcément être conscient du danger. Pourtant j'en étais consciente, mais inconsciemment consciente. Je sais pas si vous allez me comprendre et vous allez peut-être vous dire mais elle est complètement con d'avoir fait ça. Mais voilà, c'est franchement quand t'es dans le mood du voyage, en fait, t'as vraiment envie de découvrir des trucs et voilà, il t'arrive des trucs. Et sur cette vidéo, je vais parler voilà, de mes galères sur le ton de la rigolade parce que je le vis bien et surtout que avec du recul, je me suis rendu compte que je m'étais mise en danger moi-même. Et tout simplement parce que je suis toujours en vie, donc pourquoi en pleurer? Et puis au final, maintenant ça a créé de très bons souvenirs. Donc voilà, c'est pour ça que je conseille encore et je conseillerais toujours aux personnes qui veulent partir faire un voyage comme ça à y aller, à foncer, parce que clairement c'est l'aventure et c'est genre une expérience incroyable. Alors du coup, je vais classer ces galères par pays. Alors premier pays, la Thaïlande. Alors c'était environ 2 semaines et demie après le début de mon voyage et franchement c'était le premier endroit où j'atterrissais et où il y avait autant de locaux et où il y avait aussi peu de touristes. Ça faisait vraiment bizarre parce que j'étais pas du tout encore dans le mood de l'Asie, le temps de s'imprégner de la culture et tout, donc c'est un petit peu compliqué entre guillemets au début. Et j'étais dans une chambre seule, pas de moyen de rencontrer du monde. Et puis le lendemain de mon arrivée, je ne savais absolument pas quoi faire. Je sais qu'à Sukhothai il y avait les temples, mais je voulais pas y aller tout de suite et je voulais un petit peu visiter les alentours. Alors je me suis dit, je vais marcher. Et voilà, je marche, je sais pas où je vais. À un moment donné, donc il était environ 11h30, j'avais faim. Je me suis dit bon, je vais rejoindre le centre-ville et le centre-ville il était à peu près à une demi-heure de marche. Je me suis dit bah je vais y aller à pied. Et je voyais sur le GPS qu'il y avait environ 800 mètres de national à faire à pied pour éviter en fait de refaire tout le tour et donc ça mettrait environ 1 heure de marche. Mais il y a quelque chose qui me disait quand même 800 mètres, voilà c'est une nationale, en plus t'es dans un endroit où tu connais pas du tout. Alors là je me suis dit bah écoute, fais-le. Alors je fais une dizaine de pas sur le bord de la nationale et là directement une voiture qui s'arrête. Le conducteur m'accoste et me demande si j'ai besoin d'aller quelque part et moi je lui montre ma carte et je lui dis que j'ai besoin d'aller au centre-ville. C'était un Thaïlandais, c'était un petit peu compliqué niveau compréhension mais finalement voilà, j'ai réussi à lui faire comprendre que je voulais aller au centre-ville et il m'a proposé de m'y déposer. Et là j'ai accepté. J'ai accepté parce que bah, je me suis dit ça fera une nouvelle expérience. En plus le stop c'est quelque chose que je voulais essayer. Après je précise qu'en fait c'était un homme seul dans une voiture, voilà. Et ça, je me souviens que juste avant mon voyage, je m'étais promis de jamais faire ça, et finalement je l'ai fait. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'encore plus d'aventure, tout simplement. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que j'étais consciente du danger, mais inconsciemment consciente. Vous voyez ce que je vous dis? Donc tout se passe bien au début, il prend la bonne route, on essaie de parler. On essaie, parce que je vous assure que le niveau d'anglais en Thaïlande, il est pas top. À ce moment-là, le mien n'était pas top non plus. Lui, il me parlait en thaï, en pensant que je comprenais le thaï et moi je lui parlais anglais en pensant qu'il comprenait l'anglais, enfin un dialogue incompréhensible vraiment. On essayait de communiquer avec des gestes, sauf que ces gestes à lui en fait j'avais pas envie de les comprendre. Il me disait quelque chose, en fait il me disait you and me, câlin, tu vois. Moi je me disais non j'ai pas envie de le comprendre, alors je dis hein quoi, j'ai pas compris. Genre je dis I don't understand, sorry, voilà. Du coup voilà, au fur et à mesure on continue à parler et tout, et moi j'essaie de garder vraiment mon sang-froid et j'avais pas vraiment compris que j'étais en danger à ce moment-là. Et puis au fur et à mesure en fait je me rendais compte qu'à chaque fois il prenait la mauvaise route et je lui montrais bien la route sur mon GPS. Donc je me disais qu'est-ce qui cloche? Genre il comprend pas, il voit mal, je sais pas. À un moment donné il m'emmène mais vraiment dans des endroits assez décalés. Vraiment je me demande qu'est-ce que je fais là? Genre qu'est-ce qui se passe? Au dernier moment donc je vois qu'il n'y a plus qu'à tourner à droite avant d'arriver là où j'avais envie d'aller et lui il va à gauche. Et là je me dis ok, il s'enfonce mais dans des ruelles.
franchement ça faisait vraiment peur parce que c'était pas des ruelles genre ça craint etc, c'était des ruelles vides, il y avait personne. Là je commence un petit peu à paniquer mais je garde mon sang-froid et je lui fais comprendre que je suis arrivée à ma destination et qu'il peut me déposer là et que c'est bon, genre je suis arrivée quoi. J'essaie d'ouvrir la porte et là je me rends compte que je suis enfermée avec lui dans la voiture. Je lui demande gentiment, pouvez-vous m'ouvrir s'il vous plaît? Et non, il ne m'ouvre pas. Et je vous assure qu'il avait des mimiques très cheloues. Je comprenais pas en fait, des fois il rigolait comme ça, il se grattait la tête et je me disais mais avec qui, avec quel fou suis-je? Au final il commence à s'approcher de moi, vraiment, hein. Il commence à s'approcher de moi, donc on était côte à côte. Et il me fait genre... là, je me suis dit, là j'ai compris. Et mon seul réflexe, ça a été de lui faire la bise. Parce que je me suis dit, ils connaissent pas la bise en Thaïlande. Je me suis dit, peut-être que si je lui fais la bise, il va prendre ça comme une marque d'affection ou je sais pas. Du coup, je lui fais la bise une fois et je me dis, bon, ok, c'est bon, je peux y aller maintenant. Il m'ouvre toujours pas. Il se rapproche encore plus. Et là, je lui refais la bise du coup. Parce que le mot, c'est bon, on adore. Vous êtes faire une coupure, je sais que tu voulais faire genre, on serait ta vidéo. Quoi, c'est vrai, t'es sûr, on est dans ta vidéo. Moi, je suis adorée, hein, je m'affiche pas comme quelqu'un de bien à la caméra et puis derrière, t'as un gros trou du cul. Quoi? Et ensuite, il se rapproche encore plus de moi, il réessaie de m'embrasser et je lui refais la bise. Et là, franchement, il me laissait toujours pas sortir, alors je commence à avoir la gorge un peu serrée. Et finalement, après vraiment avoir insisté, bah, il m'a quand même laissé partir. Et je sais pas comment vous expliquer, mais après ça, je me suis sentie salie. J'avais le cœur qui battait hyper fort. Je savais pas où j'étais et je paniquais. Le seul réflexe que j'ai eu, c'est d'aller me chercher des sucreries en fait dans un supermarché, de m'enfermer dans ma chambre, et je suis restée dans ma chambre seule pendant 3 jours, tellement j'étais tétanisée parce qu'en fait le fait d'être loin de tout et d'être dans un endroit que tu connais pas et qu'en plus ça fait que 2 semaines et demie que t'as commencé ton voyage et que t'as prévu d'y aller pendant 9 mois de base, bah tu te sens un petit peu perdu. Et c'est vrai qu'à ce moment là du coup j'avais eu un coup de mou pendant mon voyage et j'avais envie de rentrer chez moi. Heureusement je ne l'ai pas fait bien évidemment parce qu'après je me suis dit faut pas abandonner là, t'auras d'autres expériences etc. Mais c'est vrai qu'après cette expérience, j'ai eu un coup de mou, un vrai coup de mou. Donc voilà, ça c'est pour ma première grosse galère. Et après ça s'est calmé. C'est vrai que après ça, je me suis dit bon, il va pas me réarriver d'autres galères quand même. Là, j'ai eu ma dose. Après, j'ai eu le Laos, j'ai eu le Cambodge. Pendant le Laos et le Cambodge, franchement, je l'appelle la période calme de mon voyage parce qu'il m'est pas arrivé de galère. Il s'est passé énormément de choses, mais vraiment très positives et pas de galère du tout, quoi. Pas de grosses galères. Donc voilà, comme il m'était rien arrivé de très grave pendant le Laos, le Cambodge, je me suis dit je suis enfin tranquille, je vais pouvoir jouir de mon voyage pleinement et tout simplement ne pas penser aux galères et ne pas avoir peur d'autres galères. Et là, quand il t'arrive pas de galère pendant un moment comme ça, tu te sens invincible et tu te dis il peut rien m'arriver. Mais attendez, parce que le Vietnam arrive. Alors si vous me suivez sur Instagram, j'avais mis une story dans laquelle je disais que j'allais faire le Vietnam en 2 roues. Sachant que le 2 roues j'avais appris en Thaïlande, j'avais que 2 mois et demi d'expérience, seulement avec des scooters, vous savez, automatiques. Pour faire le Vietnam, c'est beaucoup mieux avec un semi-auto, donc ça se rapproche un peu plus de la moto et c'est déjà plus puissant pour certains. J'ai décidé de faire le Vietnam en scooter semi-automatique. Et j'avais hésité avec la moto, mais comme c'était vraiment précipité et que j'avais que 1 mois pour traverser le Vietnam, sachant que j'ai fait 3000 km en 1 mois, c'était un petit peu chaud. Et je voulais pas prendre la moto en vite fait comme ça et pour avoir un accident. Du coup j'ai pris le scooter semi-automatique. C'est vrai qu'il y a énormément de voyageurs, de backpackers en tout cas, qui traversent le Vietnam en scooter ou en moto. Et j'avais parlé de ça avec un ami au Cambodge. Il m'avait mis cette idée dans la tête. Je me suis dit je le fais ou je le fais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, je le fais, je sais pas. J'ai été émergée de questions, j'avais une grosse pression parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'expérience. En plus de ça, j'avais pas de permis, ce qui fait que j'avais une assurance voyage, mais sans le permis, ton assurance voyage, elle ne fonctionne pas quand t'as un accident. Clairement, je savais que je me mettais en danger. Et au Vietnam, les gens roulent comme des fous, que ça soit les camions, ou les scouts, ou alors les voitures, enfin n'importe. Ça roule comme des fous. Vous pouvez regarder des vidéos de comment ça roule, par exemple à Ho Chi Minh, ou alors à Hanoï. C'est une conduite particulière.
mais ça fait une expérience. Je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais conduire pendant une journée dans Ho Chi Minh, voir si je me sens à le faire, voir si j'arrive à avoir un petit peu plus confiance en moi, et si j'y arrive, si je me sens capable de le faire, je fais le mois en scout au Vietnam. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo entière sur mon expérience de la traversée du Vietnam en 2 roues, dites-le moi, je le ferai vraiment avec plaisir parce que c'est un de mes souvenirs, mais genre un de mes meilleurs souvenirs de mon voyage, vraiment. Je me lance pour un mois de scout à traverser le Vietnam. Ma galère qui m'est arrivée, j'ai eu un accident. Alors je suis tombée plusieurs fois en scout, mais franchement très bêtement. Genre vraiment très bêtement. Genre, je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber en scout à ces moments-là. Et à un moment donné, j'étais sur une route, donc c'était environ vers, on va dire, le nord du sud du Vietnam. Un petit peu comme Lyon en France. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord sur ça. Ce jour-là, c'était vraiment une très longue route. Je me souviens, je crois que j'avais environ 6 heures de scout à faire. J'étais quasiment arrivée à ma destination et c'est vrai que c'était une route très longue aussi parce qu'il n'y avait pas vraiment de paysages intéressants et c'était beaucoup de lignes droites, etc. Donc c'était long, j'avais mal aux fesses et tout. Et à un moment donné, pareil, j'ai pris la confiance, j'étais sur mon scout, je commençais à chanter et tout, genre j'étais vraiment bien. D'ailleurs j'ai vécu un des accidents les plus courants au Vietnam. Les personnes ne regardent pas quand elles font demi-tour ou qu'elles tournent. J'étais environ à 60 km/h, 50-60 km/h. Je vois en fait une dame qui fait demi-tour et qui n'avait absolument pas regardé si j'arrivais. Et moi j'avais un petit peu de manque d'attention à ce moment-là. En même temps j'étais sur un virage donc je l'avais pas vue. J'ai juste eu le temps de faire... Et je l'ai heurté et on s'est... Voilà. Donc voilà, tout simplement. Je dis tout simplement, mais franchement, le choc était là. Pour vous dire, quand je me suis réveillée, parce que j'ai pas non plus perdu connaissance ou quoi, mais c'est vrai que je me souviens pas vraiment comment ça s'est passé. Quand j'ai ouvert les yeux, en fait, j'étais clairement à un bout de route et mon scout était de l'autre côté. Donc je sais pas comment je suis tombée, mais j'ai dû faire un vol plané. J'étais vraiment à l'autre bout du Vietnam, il y avait que des locaux. Un touriste qui m'a aidé du coup à lever mon scout parce que franchement il était trop lourd, puis en plus j'avais mon sac à l'arrière, etc. Après j'étais qu'avec des locaux, donc le touriste il s'est barré et moi je suis restée là avec des locaux qui parlaient en viette et j'ai été là, je ne comprends pas et je voyais que la dame que j'avais heurtée elle était complètement énervée. Là je savais que la seule chose qu'il fallait que je fasse c'est me rabaisser parce que là-bas en fait c'est... T'as toujours tort, t'es touriste, donc t'as toujours tort. Si tu commences à prendre tête, en fait, le truc c'est qu'ils peuvent appeler la police, ils viennent, ils veulent même pas savoir de qui est la faute en fait. Ils vont directement aller vers le touriste et lui demander de l'argent parce que la corruption là-bas c'est leur spécialité. Je me suis rabaissée, je me suis excusée et j'ai expliqué l'accident et en fait, évidemment, ils parlaient pas du tout anglais donc j'ai utilisé Google Traduction. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est arrangé. Finalement, ils ont été super gentils parce qu'il y a des personnes quand même qui sont venues vers moi et qui m'ont dit est-ce que ça va et tout. Je crois que, si je me souviens bien, il y avait une fille qui parlait un petit peu anglais et qui m'avait demandé si ça allait. J'étais comme ça, sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. Après l'accident, franchement, j'ai eu pas mal de choses parce que comme c'était un gros choc, j'ai eu vraiment beaucoup d'hématomes un peu partout sur le corps, au niveau du coude, au niveau des jambes, etc. Et puis surtout aussi j'avais eu un énorme torticolis pendant 3 jours, enfin je me sentais bloquée de partout. Sachant aussi, je n'ai pas précisé que cet accident est arrivé le 24 décembre donc j'ai passé un Noël de merde. J'étais de toute façon loin de ma famille donc pour moi c'était pas vraiment Noël. Et franchement après je suis arrivée donc dans l'auberge de jeunesse où j'étais et j'étais dans un homestay avec des locaux donc ils parlaient pas forcément anglais. Mais ce qui était bien c'est que en fait j'étais chez une grand-mère et la grand-mère elle avait un petit peu de connaissances pour soigner avec des herbes, des huiles essentielles, etc. Donc elle avait carrément pris soin de moi en fait et j'ai trouvé ça trop cool. Et pareil voilà, c'est pour ça que je regrette pas d'avoir vécu tout ça, c'est parce que en même temps ça me fait une expérience et donc ça te montre à quel point les gens sont solidaires là-bas. Enfin voilà, c'était ma deuxième galère au Vietnam pour dire que c'était une de mes plus grosses galères. Mais en même temps, voilà, je me suis mise en danger mais je regrette tellement pas de l'avoir fait en scout parce que c'était une expérience incroyable. Je dis juste, pour toutes les personnes qui veulent le faire, faut vraiment sentir qu'on peut le faire parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'accidents. J'ai entendu beaucoup d'histoires qui m'ont vraiment refroidi et c'est vrai qu'après coup, donc pour vous parler de l'après-coup après l'accident, j'hésitais vraiment à renvoyer mon scout en train jusqu'à Hanoï et voilà, genre fini le scout au Vietnam parce que
parce que j'avais vraiment peur de avoir un accident et j'avais perdu la confiance que j'avais avant à conduire un 2 roues et limite je ne voulais plus jamais conduire de 2 roues de ma vie. Et finalement pareil, je me suis focus en fait sur mon voyage et je voulais pas abandonner parce que sinon je sais que j'allais le regretter et que j'allais être déçue de moi en fait. J'ai attendu un petit peu et après je suis repartie sur la route doucement, j'ai pris mon temps, j'étais encore plus attentive à ce que faisait à la conduite des locaux en fait et à la conduite aussi des touristes, mais expérience incroyable, vraiment. Alors ensuite, prochaine galère, parce que évidemment ça ne s'arrête pas là, les Philippines. Alors pour ceux qui ne savent pas, les Philippines regroupent environ 7000 îles si je me souviens bien. Si vous regardez mes vidéos d'avant, j'avais absolument pas prévu d'aller aux Philippines, mais je me rendais compte que j'allais beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. Donc j'ai décidé après le Vietnam d'aller aux Philippines. Je m'étais pas du tout renseignée sur ce pays-là, donc pour le coup c'était encore l'aventure totale et je kiffais ça. Je me suis dit il faut que je fasse, il faut que j'y aille. Donc j'arrive aux Philippines, à Manille, donc la capitale, et clairement je n'aime pas cet endroit. J'avais prévu de passer juste une nuit là-bas parce que j'avais absolument aucun projet pour les Philippines, j'avais même pas fait d'itinéraire ou quoi, je me suis dit allez on y va à la Walligen et on verra sur le moment comment ça se passe. Donc j'arrive à Manille, j'avais prévu de passer 1 ou 2 nuits là-bas histoire de faire un petit peu mes plans pour les Philippines et là je rencontre une Française qui me dit que elle, le soir même en fait elle allait à Cebu, qu'il fallait prendre un bateau de 24 heures pour y aller. Et je me suis dit écoute je viens avec toi, genre comme ça ça nous permet voilà de parler, ça nous permet de nous faire connaissance et puis en plus on s'était super bien entendu. Et pendant le trajet en bateau j'ai appris qu'il y avait un festival qui était organisé à Cebu. Du coup j'arrive à Cebu et du fait du festival qui allait se dérouler peut-être 2-3 jours après, les auberges de jeunesse qui restaient, soit elles étaient super chères ou alors elles étaient super loin. Alors là j'ai pensé à l'idée de couchsurfing, donc je me suis inscrite sur couchsurfing. J'ai encore une fois rencontré des gens incroyables et donc pour vous expliquer un petit peu le déroulement de comment je suis arrivée à ces galères, j'ai rencontré un groupe de couchsurfers. On est sorti boire un verre, ils m'avaient dit que juste avant le festival, eux ils avaient organisé une fête sur une plage et j'avais profité de l'occasion d'être avec des couchsurfers pour leur demander si quelqu'un avait la possibilité de m'héberger. Quelqu'un m'a dit oui moi c'est possible, je peux t'héberger, parfait, je vais chercher mes affaires. J'avais prévu d'y aller pour 18-19h sachant qu'il fait nuit super tôt là-bas, vers 17h30, 18h il fait déjà nuit. Je commence à aller à pied à l'auberge où j'avais laissé mes affaires. J'annule ma nuit que j'avais passée puisque c'était plus simple que j'aille chez la personne directement puisque la boat party commençait très tôt le matin. J'annule ma nuit et je descends les escaliers, je regarde mes messages parce que la personne m'avait toujours pas répondu et là il me dit désolé, finalement je ne vais pas pouvoir t'héberger ce soir parce que enfin je me rappelle plus exactement de l'excuse. Alors là je me demande comment je vais faire, où est-ce que je vais dormir ce soir. Il était 18-19h et j'étais clairement à la rue. Mais heureusement j'avais un pote qui était là. Il me donne le contact de la personne qui allait organiser la boat party le lendemain. Et c'est ça qui m'a sauvée. J'ai pris son contact, il m'a quand même aidée. Suite à ça, après la boat party du coup, je suis allée dormir chez cette personne et il y avait d'autres personnes avec qui j'étais qui allaient aussi à la boat party le lendemain. J'étais une des dernières sur la liste des inscrits pour aller à la boat party. Et en fait pour y aller, il était organisé plusieurs bus pour nous y accompagner et des vannes. Moi comme j'étais dans les dernières, j'étais dans les vannes et toutes les autres personnes avec qui j'étais là où je dormais en fait, étaient dans le bus. Alors pour l'aller tout se passe bien puisqu'il y a un lieu de rendez-vous et pour le retour ça a été plus compliqué parce que toutes les personnes qui dormaient chez le guest en fait savaient où il habitait et de toute façon ils étaient avec le guest chez qui ils devaient dormir, donc pour eux il n'y avait aucun souci. Mais moi j'étais dans le van, j'étais toute seule et de base je pensais que le van et les bus se rejoignaient au même endroit, tu vois, que tout le monde allait s'attendre. Mais non, pas du tout. Genre le van s'est arrêté à une station-service et le bus, je ne sais pas où il s'est arrêté, mais en tout cas il s'est pas arrêté avec le van parce que quand je suis sortie du van, j'étais du coup avec des personnes qui étaient à la boat party mais avec qui j'avais pas parlé parce qu'on était beaucoup. Je leur ai demandé quand même si, je sais pas, comment je pouvais faire pour les rejoindre, etc. si le bus allait arriver, en précisant que parce qu'il y allait avoir le festival le lendemain,
il y avait plus de connexion 4G et il y avait plus de wifi. J'ai dans tous ces bouts à cause du festival. Je pouvais pas contacter du coup les autres personnes avec qui j'étais et je ne savais plus où habitait le gaz, donc je ne savais plus où étaient mes affaires, je ne savais plus où je devais aller dormir. Et c'était assez stressant parce qu'en plus il faisait nuit, enfin je me disais je vais pas rester toute seule là à attendre le bus, c'était en plein centre-ville, tu sais pas ce qui peut arriver, vraiment tu sais pas ce qui peut arriver au niveau d'une station-service, en plus ça fait flipper, enfin bref. Donc finalement je suis allée rejoindre le groupe de personnes. Et ils m'ont proposé de manger avec eux, j'ai dit oui, clairement, je ne veux pas rester seule ici. Et là, une chance incroyable, il y a eu de la 4G pendant une seconde. Enfin, pendant une seconde, je sais pas combien, peut-être 10 secondes, je sais pas. Et le message sauveur, c'était un des amis en fait avec qui j'étais chez le guest, qui m'envoie un message clair, net, précis, le nom de l'hôtel à côté duquel on était en fait, à côté duquel le guest habitait. Merci. Tu es clairement très intelligent. Et là je me dis mais attends, il y a un autre problème, c'est que pour pouvoir trouver en tout cas le chemin, j'ai besoin de la 4G. Donc à partir de là, il y avait une fille qui avait heureusement... Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, j'étais grave concentrée dans ce que je disais. Ah bah mince, bon. Ça calme, pocket. J'ai pas des pockets, hein. Non, rien. Et donc là heureusement il y avait une fille en fait qui avait, vous savez, qui avait enregistré la carte sur Maps.me et donc moi j'ai essayé de retraduire le chemin sur mon portable en essayant de bidouiller le truc et tout. Et finalement finalement j'ai réussi à retrouver l'hôtel. À l'hôtel j'ai pu demander du wifi et du wifi j'ai pu contacter mes guests en leur disant je suis arrivée. Et ils m'ont accueilli les bras ouverts, ils étaient trop heureux de me revoir. Et en plus de ça, ce genre de galère, je vous jure que ça vous apprend à vous débrouiller. Mais c'était de très très bonnes expériences encore aux Philippines. Maintenant, parlons de Bali. Bali.